La dernière fois, on a vu la définition des probabilités conditionnelles à partir de laquelle on a démontré la formule de Bayes. Et je suis allé un peu vite, donc je vous ai peut-être un petit peu fait peur. Rassurez-vous, aujourd'hui on va prendre le temps de disséquer cette merveilleuse équation pour essayer de comprendre autant que possible ce qu'elle nous dit. Car cette équation dit en fait énormément de choses et a de nombreuses conséquences assez stupéfiantes sur ce qu'est un raisonnement correct. Alors tout d'abord, on peut s'arrêter sur le terme de gauche, et s'il est tout seul à gauche, c'est vraiment parce qu'il s'agit du terme le plus important. Ce terme à gauche, c'est la probabilité de la théorie T, sachant les données D. Alors, le mot probabilité est ici un petit peu étrange. Que peut bien signifier la probabilité d'une théorie? Est-ce sa probabilité d'être vraie? Peut-on vraiment parler de la probabilité que quelque chose soit vrai, sachant qu'il ne s'agit absolument pas d'un lancer de dés? N'est-ce pas hasardeux de laisser le statut d'une théorie au hasard? Il est intéressant de noter que le langage des probabilités ne nous dit pas comment interpréter cette quantité à gauche. Il affirme seulement que, sachant les données D, chaque théorie est associée à un nombre, ici représenté par les symboles P entre crochets T/T, et que ce nombre est calculé par la formule de Bayes. Alors, pas tout à fait. Le langage des probabilités nous dit un peu plus que cela. Il nous dit via la loi des probabilités totales dont on a parlé la dernière fois que si l'on doit prédire la probabilité d'un événement X sachant les données D, alors il faut calculer les prédictions de différentes théories T et prendre la moyenne de ces prédictions pondérées par les probabilités des théories T sachant D. Autrement dit, la formule dans laquelle P de T bar D est utilisée suggère que P de T bar D ne doit pas tant être interprété comme la probabilité de la théorie T sachant D, il semble qu'il faille davantage l'interpréter comme le degré de confiance qu'il faut attribuer à la théorie T sachant D lorsqu'il s'agit de faire des prédictions, notamment relativement au degré de confiance à assigner aux théories alternatives. Et plutôt que de parler de degré de confiance, qui est une expression un petit peu longue, dorénavant, et à l'instar de ce que j'ai fait dans mon livre, je parlerai de la crédence de la théorie T sachant les données D. Ainsi, il me semble que l'interprétation minimaliste de la formule de Bayes nous invite à considérer que l'objet central d'étude du bayésianisme est la crédence des théories étant donné des données collectées. Puis ces crédences pourront être utilisées pour effectuer des prédictions probabilistes, mais je vais laisser l'aspect prédictif de côté pour aujourd'hui. On aura largement l'occasion d'y revenir. Il y aurait aussi pas mal de subtilités à détailler concernant ce qu'on entend ici par données. Est-ce qu'une fake news est une donnée? Est-ce qu'un lapsus est une donnée? Est-ce qu'un bug informatique est une donnée? Bien, la réponse de base est oui, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, en première approximation, toute information reçue est une donnée et doit être prise en compte par la formule de Bayes. En fait, il faudrait même idéalement considérer la liste d'absolument toutes les données qui existent, y compris les photos de bébés laits. Bon, a priori, elle ne devrait pas franchement modifier vos crédences en la relativité générale, mais on ne sait jamais. Ok, avançons. Passons à comment on calcule la crédence d'une théorie. Le premier terme à droite est la probabilité des données sachant la théorie. C'est ce que les statisticiens, notamment les statisticiens fréquentistes, appellent la vraisemblance. Et pour ceux qui en ont entendu parler, la fameuse p-value dont on parlera longuement est une espèce de vraisemblance déguisée. Cependant, et je ne peux insister suffisamment dessus, il est crucial, je répète crucial, de garder en tête que la vraisemblance des données n'est pas la crédence de la théorie. Je le répète, la vraisemblance des données n'est pas la crédence de la théorie. Et pour en savoir plus, Hygiène Mentale a une excellente vidéo sur cette distinction. En fait, d'expérience, notamment personnelle mais pas que, la terminologie vraisemblance porte énormément à confusion, surtout dès qu'il s'agit du maximum de vraisemblance. Non, le maximum de vraisemblance n'est quasiment jamais la théorie la plus crédible. Le maximum de vraisemblance est la théorie qui maximise la vraisemblance des données, sachant la théorie. Mais la vraisemblance des données n'est pas la crédence de la théorie. Pour éviter les confusions ainsi que pour mieux comprendre ces termes de vraisemblance des données, je préfère les appeler termes d'expérience de pensée. Car c'est vraiment ça qu'exige ce terme. Il demande de supposer que la théorie est vraie et d'ensuite déterminer la probabilité d'observer les données observées. Autrement dit, ce terme nous invite à imaginer un monde alternatif où l'on sait à 100% que la théorie T est vraie. Dans ce monde alternatif, les données observées sont-elles ce à quoi on pouvait s'attendre ou bien sont-elles surprenantes? On insistera davantage sur cette notion de surprise dans les expériences de pensée dans les prochaines vidéos, parce qu'elle est vraiment cruciale. Mais pour l'heure, j'aimerais insister sur un autre point. La théorie T doit assigner une quantité de surprise aux données D.
Ou dit autrement, la théorie doit absolument être prédictive. Mais pas prédictive dans le sens où elle prédit une donnée précise. Non, la théorie doit effectuer des prédictions probabilistes, à l'instar des prédictions de 538 sur la politique, de Kickoff.ai sur les matchs de football ou de CGP Grey sur l'avenir du Brexit. La théorie doit parier. Ça peut paraître étrange car de nombreuses théories scientifiques ne font pas du tout de tels paris. La relativité générale ne semble pas parier sur l'issue du match France-Argentine, ni même sur la présence de trous noirs dans notre univers. En fait, la relativité générale seule n'est tout simplement pas prédictive. Comme l'explique très bien Thibaut dans cette vidéo, elle doit s'accompagner d'hypothèses auxiliaires, typiquement les états physiques probables de l'univers, pour devenir une théorie prédictive. Par exemple, sachant la relativité générale et sachant les histoires probables de l'univers, serait-on surpris de découvrir l'existence de trous noirs? De nos jours, les astrophysiciens répondraient quasi unanimement non. La théorie relativité générale plus histoire probable de l'univers tel qu'on le comprend aujourd'hui est bien prédictive au sens bayésien, au moins dans le domaine de la cosmologie. Sur la question de l'existence des trous noirs, elle semble parier aujourd'hui très probablement oui. Ainsi, plus généralement, les théories étudiées par le bayésianisme ne peuvent pas être des lois physiques isolées ou des principes comme c'est la faute aux aliens. Elles doivent s'efforcer d'assigner des probabilités à toutes sortes d'événements. Il s'agit là d'un point crucial sur lequel on reviendra plus longuement plus tard dans cette série. Bref, il y aurait bien plus à dire sur le terme d'expérience de pensée, comme le fait qu'un sophisme très récurrent est le refus du calcul des termes d'expérience de pensée pour des théories qui ne nous plaisent pas. Mais le temps passe et je vous propose de passer au terme suivant de l'expression. Le terme suivant est vraiment le terme le plus controversé de la formule de Bayes. C'est la probabilité de la théorie lorsqu'on ne connaît pas les données D. On parle de crédence a priori, avant de découvrir les données, par opposition au terme de gauche, qui est donc la crédence a posteriori, postérieure, c'est-à-dire après avoir découvert les données. Pendant très longtemps, et encore aujourd'hui selon beaucoup, la présence de ces a priori dans le bayésianisme est la raison pour laquelle le bayésianisme est nécessairement fallacieux. Il s'agit même, à en croire certains, d'un axiome des sciences que d'atteindre des conclusions sans a priori. Du reste, je suis en train de parler d'a priori, mais on peut bien voir que ce terme technique est en fait synonyme du mot préjugé, surtout quand on prend le mot préjugé au sens littéral. Oui, parce que étymologiquement, préjugé signifie juger avant, typiquement avant d'accéder aux données D. Et donc la pure bayésienne veut nous faire croire que pour penser juste, il faudrait s'appuyer sur nos préjugés? Eh bien oui, selon la pure bayésienne, un raisonnement n'est juste que s'il est conforme aux lois des probabilités. Et il ne peut être conforme aux lois des probabilités que s'il s'appuie sur un préjugé. Le bayésianisme impose de faire des préjugés l'un des piliers du savoir. Alors, dit comme ça peut paraître maintenant assez bizarre car le mot préjugé a souvent une connotation très négative. Mais c'est super important de prêter attention à la manière dont on utilise et réagit à ces connotations. Et donc, juste pour équilibrer les choses, je pourrais remplacer le mot préjugé par un synonyme à connotation positive comme l'état actuel des connaissances. Donc au final, le bayésianisme dit tout bêtement que l'état actuel des connaissances est indispensable pour bien penser. Et là, tout de suite, ça vous paraît sans doute moins choquant. Mais je préfère insister sur la première version à coup de préjugés pour deux raisons. La première, c'est qu'en tant que bayésien enthousiaste, il me faut faire super gaffe à ne pas m'induire en erreur pour de mauvaises raisons. Et pour lutter contre mon biais de confirmation, il est préférable de défendre une version péjorative de ce que je défends. Et puis ça évitera aussi que vous soyez convaincu pour de mauvaises raisons. La deuxième raison pour laquelle je vais utiliser le mot préjugé, c'est que parler de préjugés me semble plus instructif car ça remet davantage en question nos approches intuitives du savoir et de l'épistémologie. Or, comme on ne cessera de le voir, le plus gros obstacle à penser mieux, c'est bien souvent notre excès de confiance en notre savoir et notre approche du savoir. Il me semble important de secouer un peu le cocotier et de se rendre compte régulièrement des innombrables failles de nos raisonnements intuitifs et des méthodes usuellement défendues. Et remettre régulièrement en question le fait que les préjugés sont néfastes à bien penser me semble un pas très utile pour questionner tout l'édifice du savoir. Bref, aussi étrange que cela puisse paraître, selon la pure bayésienne, il faut des préjugés. En fait, c'est même sans doute la première étape à réaliser si possible avant même de découvrir les données. Il nous faut explicitement décrire nos préjugés, c'est-à-dire ce qui paraît plausible et ce qui paraît moins plausible eu égard aux données. Et même quantifier les crédences à avoir en les diverses théories avant d'observer les données. Et c'est pour ça que je vous invite régulièrement à parier, notamment à travers mes hashtags ParisBayésien sur Twitter ou sur les résultats du sondage de Mickaël. Décrivez vos préjugés.
quels sont les résultats auxquels vous vous attendez, quels sont les résultats qui vous surprendraient et à quel point êtes-vous confiant en vos préjugés. Alors au début tout ça c'est super perturbant, mais il y a en fait un principe souvent mis en avant qui correspond exactement à un tel préjugé, à savoir le fameux rasoir d'Occam. Celui-ci dit en gros qu'à performance prédictive égale, il faut préférer les théories plus simples. Autrement dit, toutes les théories ne se valent pas a priori. Selon de nombreux scientifiques, philosophes et zététiciens, il s'agit d'un bon préjugé que de penser que les théories plus simples sont plus crédibles. Et on reviendra bien sûr longuement sur tout ça parce qu'il y a beaucoup plus à dire, comme notamment faire la différence entre un bon et un mauvais préjugé. Enfin, il y a le dénominateur aussi appelé marginal ou fonction de partition. Le nom importe peu, mais sachez que ce dénominateur est un monstre, surtout d'un point de vue calculatoire. En fait, bien souvent, c'est vraiment ce monstre qui rend le calcul de la formule de Bayes impossible en pratique, et il y a même des conférences de recherche dont le seul but est de trouver des façons de calculer rapidement d'assez bonnes approximations de cette fonction de partition. Et pourtant, cette fonction de partition nous dit quelque chose de tout bête. Elle nous dit tout simplement que pour savoir si la théorie T mérite nos crédences, il faut et il suffit de la comparer aux théories alternatives A. Autrement dit, selon la pure bayésienne, la crédence d'une théorie n'est que relative aux crédences des théories alternatives. En particulier, une théorie assez simple qui explique presque toutes les données pourrait néanmoins être peu crédible, notamment s'il existe une alternative encore plus simple capable de super bien expliquer toutes les données. Et on a d'ailleurs déjà parlé d'un exemple bluffant de cela qui explique pourquoi Einstein était convaincu de la relativité générale avant toute confirmation empirique. A l'inverse, les théories les plus crédibles pour expliquer un phénomène complexe pourraient être en fait des théories qui n'expliquent pas super bien le phénomène en question. Il suffit pour cela qu'aucune alternative suffisamment simple ne parvienne à faire mieux. Et ça, dans des domaines ultra complexes comme l'économie, les sciences sociales et les prédictions sur le futur des IA, ça arrive en fait tout le temps. Dans ces domaines, les meilleures théories n'ont pas à être à la fois simples et à parvenir à tout expliquer, tout simplement car aucune théorie simple ne semble y arriver. De façon générale, les théories les plus crédibles ne colleront généralement pas aux données. Mais ça, normalement, vous devriez déjà le savoir, puisqu'on en a déjà longuement parlé dans la série sur l'IA. Oui, parce que donner trop de crédit aux théories trop complexes qui collent aux données, c'est s'exposer à l'overfitting, aussi appelé la surinterprétation. Et en pratique, on observe empiriquement que c'est très clairement le cas. En termes prédictifs, les meilleures théories ne sont pas celles qui expliquent à 100% les données collectées. Il est même souvent souhaitable de n'accorder du crédit qu'à des théories grossières et dont l'explication des données observées n'est que très partielle, surtout dans des cas d'application complexes comme la bourse, la météo ou le football. Bon, voilà, je pense qu'on peut s'arrêter pour aujourd'hui, même s'il y aura bien sûr beaucoup plus à dire. Mais la vidéo commence à être un peu longue. J'espère toutefois vous avoir donné une idée d'à quel point cette formule fantastique était fondamentale et tout ce qu'elle nous dit du savoir et de l'épistémologie en pourtant si peu de caractères. J'espère que vous commencez à comprendre pourquoi j'ose l'appeler la formule du savoir sans sourciller, pourquoi c'est devenu mon équation préférée des mathématiques et comment un si petit nombre de symboles a pu ne cesser de me tenir en haleine et exciter mes neurones au cours des 3 dernières années. Et je vous invite à longuement la méditer vous aussi et à essayer d'écouter tout ce qu'elle a à vous dire, comme par exemple au sujet des 2 enfants. En fait, pour comprendre le bayésianisme et progresser dans votre appréhension du monde, hashtag méta, je vous recommande vivement la méditation régulière de la formule de Bayes, disons au moins une fois par jour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo à propos de mon équation préférée des mathématiques. Quelques annonces dans les 2 semaines à venir, je vais être très occupé. Notamment demain et après-demain, je serai à Polygone à Lyon, donc les 5 et 6 mars, pour parler d'IA et notamment de ce que les sciences sociales peuvent contribuer à notamment la sécurité et l'éthique des IA, parce que je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire à l'interface de ces 2 domaines. Le samedi 9 mars, je serai à Lausanne pour un workshop organisé par Effective Altruism Lausanne. Donc ce sera un workshop introductif à l'altruisme efficace et donc si vous êtes notamment autour de Lausanne, par exemple au hasard à l'EPFL ou à l'UNIL, pensez à venir nous voir. Ce sera
un événement très sympa. Ce sera l'occasion d'introduire un peu les idées d'altruisme efficace et puis de se rencontrer. L'ambiance est toujours très sympa dans ce genre de truc. Ensuite, la semaine suivante, le lundi 11 mars, je serai à Metz pour le Metz Data Week où je parlerai de rendre les IA bénéfiques avec un angle très statistique. On parlera notamment des problèmes statistiques assez fondamentaux qu'il y a par rapport à la sécurité des intelligences artificielles et voilà, des axes de recherche qui me semblent importants à développer. Ensuite, le mardi 12 mars à 18h30, je serai à Polytechnique, à l'X, pour le lancement de Altruisme Efficace Polytechnique, où on va faire une introduction à l'altruisme efficace. Aussi, je parlerai des plans de carrière à haut impact qui ont été en tout cas identifiés par le mouvement Altruisme Efficace. Ensuite, le jeudi 14 mars, je serai en live sur la chaîne de String Theory. Donc jeudi soir, je ne sais pas à quelle heure exactement, mais bon voilà, jeudi soir. Et le samedi 16 mars, je crois que c'est vers 17h15, quelque chose comme ça, je serai à l'Achau de Fonds en Suisse pour le festival Ludesco autour des jeux de société, où je donnerai une conférence autour notamment des mathématiques du jeu du loup-garou. Voilà, ça fait pas mal de dates, je vais avoir 2 semaines ultra chargées. Si vous voulez suivre mon actualité plus généralement et essayer d'anticiper les prochains trucs, parce qu'il y a encore plein de choses qui vont venir, notamment en avril, puis en mai, puis en juin, et puis jusqu'à... voilà. J'ai mis un lien dans la description d'un document où je mets régulièrement à jour les prochaines dates des prochains événements auxquels je participe, notamment des conférences que je donne. Donc vous pourrez trouver ça dans les descriptions, allez voir ça. La dernière fois, on avait parlé des lois des probabilités, on avait démontré le théorème de Bayes à partir des lois des probabilités, et j'avais commencé déjà à introduire cette notion d'a priori, et le préjugé qui est utile pour raisonner de façon probabiliste. Et Jonathan Châtaigne nous demande comment est-ce qu'on peut appliquer ça au cas notamment de l'attente d'un bus, qui est un peu deux façons de juger combien de temps on va attendre un bus, notamment par exemple sachant qu'on a déjà attendu 5 minutes. La première approche consiste à supposer que les bus arrivent à un intervalle de temps régulier, que du coup le temps d'attente de quelqu'un lorsqu'il attend le bus est une distribution uniforme où entre 0 et t, où t est le temps de passage entre deux bus successifs. L'autre approche dont on parle souvent, c'est à considérer qu'il s'agit d'une loi exponentielle, c'est-à-dire que peu importe le temps qu'on a attendu, on doit s'attendre à attendre la même quantité de temps avant le prochain bus. On pourrait même rajouter une autre loi qui est la loi de puissance, qui correspondrait à dire que plus on a attendu le bus, plus on a de chances de devoir l'attendre longtemps. Ça s'applique notamment au cas, notamment lorsqu'il y a des grèves. Plus généralement, il y a pas mal de distributions imaginables, donc laquelle choisir en tant que préjugé. Eh bien, il faut bien se rendre compte qu'en pratique, aucun de ces distributions classiques qui sont faciles à étudier parce que ce sont des lois de probabilité très faciles à décrire notamment et puis à manipuler. Aucune de ces lois, a priori, ne s'applique vraiment à la pratique. Il y a pas mal d'autres choses à prendre en compte, notamment est-ce que c'est un jour de grève pour pouvoir choisir au mieux ses préjugés. Et globalement, il faut faire attention dans ce genre de situation à ne pas se comporter en Dr. John, c'est-à-dire à identifier seulement un petit nombre de modèles qui correspondent à la réalité et faire une surinterprétation sur ces modèles, faire trop confiance à ces modèles et négliger des distributions de probabilité qui ne font pas partie de l'ensemble des distributions considérées. Et on reparlera bien sûr de tout ça lorsqu'on parlera notamment de Solomonoff. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine fois, on va appliquer enfin la formule de Bayes pour voir comment est-ce qu'on raisonne de façon bayésienne en pratique. On a vu la formule, mais on n'a pas encore vu comment est-ce qu'on l'applique vraiment en pratique. Et on appliquera tout ça notamment au fameux problème du Monty-Roll, où je vous parlerai de la solution bayésienne du Monty-Roll, qui est malheureusement pas si souvent présentée. En tout cas, j'ai pas trouvé de vidéo YouTube qui présentait vraiment cette solution bayésienne au Monty-Roll. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Si on part de l'hypothèse qu'elle est innocente, 2 morts subites du nourrisson d'affilée, ce serait trop invraisemblable. Une chance sur 73 millions. On en déduit donc qu'on peut rejeter l'hypothèse de son innocence. Et dans l'hypothèse où elle est réellement coupable, eh bien c'est sûr que les victimes sont mortes, c'est 100%. Si j'utilise le schéma que j'ai présenté dans l'épisode précédent, je place horizontalement les différentes vraisemblances. Ben, écrit comme ça a l'air vite vu. Mais en vérité, ce n'est pas exactement ces chiffres-là qu'il nous faut pour nous faire une opinion sur la culpabilité. Si on raisonne de façon bayésienne, il faut plutôt calculer la probabilité qu'elle soit coupable d'infanticide, sachant que ces 2 bébés sont morts. Vous voyez, c'est l'inverse. Ça, c'est la plausibilité de sa culpabilité. Bayes' theorem can give you the probability that some hypothesis, say that you actually have the disease, is true given an event, that you tested positive for the disease.
To calculate this, you need to take the prior probability the hypothesis was true, that is, how likely you thought it was that you had this disease before you got the test results, and multiply it by the probability of the event given the hypothesis is true, that is, the probability that you would test positive if you had the disease, and then divide that by the total probability of the event occurring, that is, testing positive. This term is a combination of your probability of having the disease and correctly testing positive, plus your probability of not having the disease and being falsely identified.